Je vais donner la parole à François Guéal, notre secrétaire de séance, pour son rapport sur la séance précédente. La séance précédente du 20 février était particulièrement riche parce qu'elle a permis de présenter des communications en rapport avec deux sujets qui concernaient les rapports présentés à l'Association française de chirurgie. Est-ce qu'on peut avoir une seule image ? Oui. La première communication de M. Mabru présentait le traitement particulièrement important des dilatations congénitales des voies biliaires intrahépatiques, et qui, bien qu'il s'agisse de lésions rares, a permis de rappeler qu'un traitement pouvait être simple lorsque les lésions n'étaient pas très compliquées, que dans certaines conditions, ces lésions rares mais complexes pouvaient conduire à l'indication d'une transplantation hépatique dont les limites n'étaient pas encore très bien précisées. Et sont intervenus à ce propos Daniel Geck, Bernard Launois et Philippe Pontupet. La partie suivante de ce rapport, si je peux dire, concernait l'association de lésions beaucoup plus rares encore, qui sont les anomalies de la jonction bilio-pancréatique associées elles-mêmes à une dilatation des voies biliaires. Un travail très important de l'équipe des rapporteurs, rapporté par Kian Manesh, qui rappelait aussi la participation de Jean-François Gigot et de Mabru de Lyon. Toutes ces dilatations sont des lésions rares. Le diagnostic préopératoire repose généralement sur des formes symptomatiques et le traitement, en fait qu'il s'agit de lésions que l'on découvre très fréquemment dans la pathologie courante. Le problème est que cette lésion est associée de façon plus importante à l'anomalie de la jonction bilio-pancréatique parce qu'elle permet un reflux pancréatico-biliaire anormal. Et bien, cette lésion est associée à un cancer de façon plus fréquente. Donc, la sémiologie, la diagnostic de ces lésions très spécifiques a été formidablement abordée. Madame Achour, qui est d'Alger, nous a fait, dans certains cancers pulmonaires de mauvais pronostic, une revue exhaustive de la littérature, fait part des difficultés très importantes que concernaient ces indications thérapeutiques qui sont en fait multimodales, associant les divers traitements, divers protocoles de chimiothérapie, pour lesquels les solutions ne sont pas encore complètement établies. Monsieur Haïdan de Paris nous a fait part de l'intérêt du robot, de la voie axillaire pour réaliser pour des thyroïdectomies limitées à un lobe, voire totale, la réalisation donc une voie axillaire avec un grand décollement, laissant augurer des suites favorables et surtout un avantage esthétique important. Il s'est souligné que certaines complications un peu spécifiques étaient vraisemblablement liées aussi à ce traitement. La discussion a été vive, sont intervenus M. Corvière, M. Germain, et je crois que M. Beaulieu aussi Barbier participera aussi à cette discussion qui a laissé les gens un petit peu surpris par l'audace, mais la réalisation et l'image et la qualité des images produites étaient très intéressantes. Voilà, mais M. Estour, avec la grande expérience qu'il a de la chirurgie laparoscopique, a rapporté le fruit d'une enquête très importante qui fait l'état de l'avantage de l'expérience, de la prudence dans la réalisation du pneumopéritoine. C'est parmi les divers abords que chacun connaît. Le moins dangereux semble l'abord transpariétal au niveau de l'hypochondre gauche, à l'aiguille de Verès, comme si c'est réalisé dans des mains expérimentées. Sont intervenus M. Omar et Bernard Launois. Voilà, je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur le secrétaire de séance. Y a-t-il des informations complémentaires ou des remarques à faire? Je crois que
Jacques Barbier voudrait, on va lui donner le micro. Est-ce que vous pouvez passer le micro à Jacques Barbier? Intervenir sur le sujet des thyroïdectomies. Allô? C'est bon, c'est bon. Ça marche. Oui, je voudrais faire une communication à propos de la thyroïdectomie robot-assistée par voie axillaire. La thyroïdectomie robot-assistée par voie axillaire apporte un nombre non négligeable de paralysies récurrentielles, certes souvent transitoires, et d'hypoparathyroïdie, d'hématomes ajoutant en plus des atteintes du plexus brachial et des séromes. Le coût de l'intervention est élevé, utilisation d'un robot, temps d'occupation de salle d'opération. Au total, le bénéfice serait uniquement esthétique. La thyroïdectomie classique par voie cervicale, soit par cervicotomie, soit par vidéoscopie, n'a pratiquement aucune complication cicatricielle. La thyroïdectomie par voie axillaire devrait être réservée aux exceptionnels cas de lésions cutanées cervicales graves, notamment après irradiation cervicale. L'auteur de plus ne fait pas état de conflit d'intérêts matériel, formation en Corée. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Alors, à titre d'information, dans le cadre de l'organisation des séances de l'Académie nationale de chirurgie, il y aura au mois de novembre une séance organisée par la Société de chirurgie endocrinienne. Et j'ai eu Fabrice Ménégo qui est chargé d'organiser cette séance. Et on a décidé de faire un face-à-face à l'occasion de cette séance sur ce sujet pour que justement on puisse, avec des données scientifiques précises, avoir une discussion prolongée sur ce sujet.